15 punitions. 15 réalités qui vont vous glacer le sang. Ce que vous allez entendre n'est pas tiré d'un roman. Ce n'est pas de la fiction. Ce n'est pas une histoire du passé lointain que l'on peut se permettre d'ignorer. C'est la loi. En vigueur. Appliquée. Et quelque part dans le monde, en ce moment même, elle s'impose à des êtres humains en chair et en os. Alors installez-vous. Parce que ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va vous faire voir le monde différemment. 15 chapitres. 15 vérités. Commençons. Numéro 1. Les coups de fouet. Quand la douleur devient sentence. En Arabie Saoudite, fouetter un être humain n'est pas une exception. Ce n'est pas un abus de pouvoir isolé, un dérapage d'un fonctionnaire zélé. C'est une peine officielle, prévue par la loi, inscrite noir sur blanc dans un système judiciaire fondé sur une interprétation stricte de la charia. Les infractions qui peuvent y mener, elles sont nombreuses. Des infractions dites morales, des actes criminels, des comportements jugés contraires à l'ordre public ou aux valeurs religieuses du royaume. La liste est longue et les critères, parfois étonnamment flous. Historiquement, ces punitions se déroulaient en public, devant une foule rassemblée, pour que tout le monde voie, pour que personne n'oublie. L'humiliation fait partie intégrante de la peine. Elle est voulue, calculée, intégrée dans la logique punitive du système. Les organisations internationales de défense des droits humains tirent la sonnette d'alarme depuis des décennies. Et pour cause. Les séquelles ne sont pas seulement physiques, elles sont psychologiques, profondes et durables. Un être humain, fouetté en public, ne l'oublie jamais. Et ceux qui ont assisté à la scène, même de loin, non plus. Mais ce qui rend cette pratique encore plus troublante, c'est son imprévisibilité totale. Le nombre de coups peut varier considérablement d'un cas à l'autre. La méthode utilisée aussi. Les écarts entre deux condamnations similaires peuvent être radicaux, sans explication claire ni justification transparente. Et cette variabilité n'est pas un défaut du système. Elle en est une caractéristique. Elle laisse grand ouvert la porte à l'arbitraire, à la cruauté sans limite ni contrôle extérieur. Puis, en 2020, quelque chose a changé. Un moratoire sur les flagellations a été annoncé par les autorités. Un signal, peut-être un tournant réel. Mais les observateurs internationaux ne se contentent pas d'applaudir. Et ils scrutent chaque détail, chaque cas, chaque déclaration officielle. Parce que la vraie question reste entière. Ce changement est-il sincère? Ou seulement cosmétique? Numéro 2. La décapitation, une épée, une place publique, une vie. C'est l'une des pratiques les plus controversées sur la planète. Et pourtant, elle existe. Officiellement. Légalement. Assumée. En Arabie Saoudite, la peine capitale s'applique aux crimes jugés les plus graves. Meurtre, viol, trafic de drogue. Et la méthode choisie pour l'exécuter, c'est le sabre. Un seul coup, porté par un bourreau spécialement formé pour cette tâche. En public, sur une place que tout le monde connaît, au cœur de la vie quotidienne, où des gens se rassemblent, parfois en nombre, pour assister à la scène. Oui, vous avez bien entendu, des spectateurs. Une exécution, une place publique. Les critiques internationales sont unanimes et sans détour. Ces exécutions publiques ne sont pas de la justice. C'est une démonstration de pouvoir brut. Une mise en scène de l'autorité absolue de l'État. Une façon d'instiller la peur dans chaque esprit présent ce jour-là. De contrôler par la terreur ce que la persuasion ne peut pas atteindre. Pourtant, ces dernières années, quelque chose semble évoluer. Le nombre d'exécutions publiques a diminué de manière notable. Est-ce un vrai changement de cap? Une prise de conscience sincère des autorités? Ou simplement une stratégie d'image soigneusement orchestrée dans le cadre de la Vision 2030, ce grand programme de modernisation que le royaume tente de vendre au monde? Peut-on vraiment se dire moderne tout en gardant le sabre comme instrument de justice? La communauté internationale observe et attend une réponse convaincante. Numéro 3. La lapidation, une peine venue du fond des âges. Connue sous le nom de rajm dans la tradition juridique islamique. La lapidation pour adultère. Des pierres lancées sur un être humain, encore et encore, jusqu'à ce que la vie s'éteigne. Prenez le temps d'imaginer ça réellement. Pas comme une image abstraite, comme une réalité juridique qui existe noir sur blanc en Arabie Saoudite. Les cas documentés sont rares.
Les autorités ne communiquent pas volontiers sur ces exécutions. Mais la peine est là. Elle est inscrite dans le cadre légal du pays. Et le simple fait qu'elle puisse légalement être prononcée suffit à alarmer la communauté internationale dans son ensemble. Cette punition frappe de manière disproportionnée les femmes. Dans une société où les normes morales s'appliquent différemment selon le genre, où les hommes et les femmes ne sont pas jugés selon les mêmes standards, c'est souvent elles qui paient le prix le plus lourd, le plus définitif. Les défenseurs des droits humains sont catégoriques. La lapidation est une violation absolue du droit à la vie, une forme de torture, reconnue et condamnée comme telle à l'échelle internationale par les plus grandes instances juridiques du monde. Alors que l'Arabie saoudite multiplie les efforts et les déclarations pour soigner son image sur la scène mondiale, la lapidation reste là, comme une ombre impossible à dissiper, comme une tache tenace sur le tableau des réformes, comme un obstacle immense dressé sur le chemin de la crédibilité internationale que le royaume dit vouloir atteindre. Le monde attend, et se demande si la tradition finira par céder face à la pression universelle. Numéro 4. L'amputation, une marque à vie. Voler en Arabie saoudite peut vous coûter une main. Pas au sens figuré. Pas comme une expression. Littéralement. C'est une peine directe, irréversible, inscrite dans une application rigoureuse de la charia. La main droite tranchée. Parfois publiquement, pour que le message soit clair et visible. Pour que la marque reste. À jamais. Sur le corps. Dans la mémoire des témoins. Et si la personne récidive, la peine s'intensifie encore. C'est la main et le pied opposés qui sont amputés. Et ce qu'on appelle l'amputation croisée. Un châtiment qui laisse l'individu physiquement diminué, déséquilibré, marqué pour le reste de sa vie dans sa propre chair. L'objectif affiché est simple. Dissuader. Frapper les esprits en frappant les corps de façon irrémédiable. Rendre le crime visible dans ses conséquences permanentes. Mais derrière cette logique de dissuasion spectaculaire, il y a un processus judiciaire qui soulève des questions profondes et légitimes. Des confessions obtenues sous contrainte selon de nombreux témoignages. Des accusés mal représentés, voire pas du tout. Une transparence judiciaire que des observateurs indépendants remettent régulièrement en cause. Peut-on vraiment parler de justice équitable dans ces conditions? Malgré tout, des signaux de changement existent. L'Arabie saoudite avance, dit-elle, et sur la voie de la modernisation. Lentement, sous pression internationale croissante. Mais le monde entier retient son souffle et attend de savoir si ces amputations appartiennent vraiment bientôt au passé ou si elles continueront de marquer des corps dans le silence de salles d'opération judiciaires. Numéro 5. Les exécutions publiques, le pouvoir mis en scène. Une place connue de tous. Une foule rassemblée dans un silence lourd, chargé d'une tension particulière. Et au centre de tout, un condamné. Les yeux bandés parfois. Les mains liées dans le dos, agenouillés sur le sol. Ces derniers instants se déroulent sous les regards de dizaines, parfois de centaines de personnes venues assister à l'acte final. C'est ça, l'exécution publique en Arabie saoudite. Une sentence pour les crimes jugés les plus graves. Meurtre, trafic de drogue, transformé en spectacle collectif, en événement public. L'intention proclamée est claire. Avertir. Marquer les mémoires durablement. Faire de cette mort un message adressé simultanément à tous ceux qui sont présents ce jour-là et à tous ceux qui entendront parler de la scène. Mais pour une grande partie de l'opinion mondiale, ce spectacle n'est pas de la justice. C'est une relique, brutale dans son essence, incompatible avec les standards modernes des droits humains. Une pratique d'une autre époque, maintenue par un système qui refuse encore de lâcher certaines de ses prérogatives les plus absolues sur la vie et la mort. Dans le cadre de la vision 2030, le nombre d'exécutions publiques recule. C'est un fait observable. Mais est-ce la fin définitive de cette pratique? Ou simplement une pause stratégique, une mise en retrait temporaire destinée à calmer les critiques le temps que l'attention internationale se déplace ailleurs? La réponse n'est pas encore là. Et les appels de la communauté internationale, eux, ne s'arrêtent pas. Numéro 6. L'apostasie. Quitter l'islam peut vous coûter la vie. En Arabie saoudite, renoncer à sa foi n'est pas un choix personnel. Ce n'est pas une affaire intime qui n'engage que soi. C'est un crime. Un crime capital. L'apostasie, le fait d'abandonner l'islam, de le rejeter publiquement ou même de manifester des doutes trop visibles, est passible de la peine de mort selon l'interprétation de la loi islamique appliquée dans le royaume. Et le message est sans équivoque.
On ne quitte pas la religion d'État impunément. L'objectif affiché par les autorités. Préserver l'homogénéité religieuse de la société. Maintenir l'unité nationale. Protéger une identité collective profondément ancrée dans la tradition islamique depuis des siècles. Mais pour les organisations internationales de défense des droits humains, cette loi est une violation flagrante d'un droit fondamental. Le plus fondamental qui soit. Le droit de penser librement. Le droit de croire ce que l'on choisit de croire. Ou de ne plus croire. La liberté de conscience, protégée par les conventions internationales les plus universellement reconnues et ratifiées, n'existe tout simplement pas dans ce cadre légal. La pression internationale est réelle et croissante. L'écart entre cette politique et les standards mondiaux de liberté individuelle est immense. Difficile à justifier devant les instances internationales. Et pendant que le monde avance vers plus de tolérance et de pluralisme, cette loi, elle, reste en place. Immuable. Comme un mur qu'aucune réforme annoncée ne semble encore capable d'ébranler. Numéro 7. Sorcellerie et magie noire, condamné à mort pour une amulette. Oui. En Arabie Saoudite, on peut être condamné à mort pour sorcellerie. Prenez une seconde. Lisez à nouveau. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une exagération dramatique destinée à attirer l'attention. C'est la réalité juridique concrète du pays. Les lois contre la sorcellerie et la magie noire ne sont pas clairement définies dans les textes. Leurs contours sont délibérément flous et que leurs critères sont profondément subjectifs. Mais ça n'empêche pas les condamnations. Loin de là. Sous le régime du Tazir, les juges disposent d'une latitude considérable pour évaluer les faits qui leur sont soumis et prononcer des sentences en conséquence. Cette discrétion judiciaire peut mener à des verdicts extrêmement sévères. Pour des actes que beaucoup de gens dans le monde entier considèrent comme parfaitement anodins. Les accusations peuvent surgir de n'importe où et pour n'importe quelle raison. Une rumeur qui circule dans le voisinage. Un conflit personnel mal réglé entre deux familles. La pratique de la voyance ou de la lecture du futur. La fabrication ou la possession d'un talisman. Un geste mal interprété par un voisin malveillant. Et les procès qui s'ensuivent. Opaques dans leur déroulement. Menés dans l'ombre. Et loin des regards extérieurs. Fondamentalement inéquitables. Des accusés privés d'accès à un avocat. Des aveux obtenus sous des pressions que les organisations de droits humains qualifient sans détour de torture. La communauté internationale dénonce ces pratiques avec une force croissante. Irrationnelles dans leur fondement même. Profondément injustes dans leur application. Sur le chemin des réformes que l'Arabie Saoudite dit vouloir mener. Cette page-là reste particulièrement difficile à tourner. Numéro 8. Le trafic de drogue, une seringue contre une tête. En Arabie Saoudite, le trafic de drogue est traité avec une sévérité que très peu de pays dans le monde sont prêts à égaler ou même à assumer publiquement. Les conséquences pour ceux qui sont reconnus coupables de cette infraction. En réclusion à perpétuité dans le meilleur des cas. Ou peine de mort. Il n'y a pas de demi-mesure dans cette équation. Pas de circonstances atténuantes qui transforment radicalement l'issue du jugement. Le message du royaume est gravé dans le marbre. Tolérance zéro. Absolue. Non négociable. Les autorités déploient des moyens de surveillance intensifs pour détecter les réseaux actifs. Les opérations de lutte contre les filières de trafic sont menées sans relâche, à l'intérieur des frontières comme au-delà, en coopération avec des partenaires internationaux. Chaque réseau démantelé est présenté comme une victoire de l'ordre public et de la morale sociale. Mais dans un monde où de plus en plus de nations revoient en profondeur et avec nuance leur approche face aux drogues, où la réhabilitation commence à remplacer la répression pure, où certains pays dépénalisent, régulent, traitent plutôt que punissent de mort, l'Arabie Saoudite tiendra-t-elle sa ligne indéfiniment? Ou finira-t-elle par s'ouvrir à une approche plus humaine et plus nuancée? La question reste entière. Et la réponse pour l'instant suspendue dans l'incertitude. Numéro 9. L'homosexualité, aimée et condamnée. En Arabie Saoudite, aimer une personne du même sexe peut vous mener en prison. Sous le fouet. Ou pire encore, face à la mort. Ce n'est pas une possibilité théorique réservée aux cas extrêmes. C'est une réalité codifiée dans la loi, appliquée par les tribunaux, vécue par des personnes réelles. Les textes qui criminalisent les actes homosexuels sont ancrés dans une interprétation stricte et littérale de la charia. Ils ne laissent que très peu de place à l'interprétation ou à la nuance. Les peines prononcées varient selon les cas, les circonstances et les juges. Amendes financières lourdes.
emprisonnement de durée variable, châtiment corporel, et dans les cas jugés les plus graves par les tribunaux, l'exécution. Dans un pays en pleine transformation sociale visible, où certaines restrictions évoluent de façon notable, des femmes peuvent désormais conduire, assister à des concerts, participer à la vie économique. Les droits des personnes LGBT, eux, restent dans l'ombre la plus profonde. Sans avancée visible, sans signal d'ouverture, sans perspective annoncée. La communauté internationale maintient une pression constante et documentée sur ce sujet. Et l'espoir existe, fragile, ténu, mais bien réel, que le royaume s'engage un jour sur un chemin de reconnaissance de la dignité fondamentale de chaque individu, quelle que soit son identité ou la personne qu'il aime. Numéro 10. L'athéisme. Ne pas croire en Dieu, c'est terrorisme. En 2014, l'Arabie saoudite a pris une décision qui a sidéré une grande partie de la communauté internationale. Elle a officiellement et formellement classé l'athéisme parmi les actes de terrorisme. Pas dans un discours prononcé en privé, pas dans une déclaration informelle d'un responsable local, dans un décret royal officiel, publié, assumé et appliqué sur le territoire national. Déclarer publiquement qu'on ne croit pas en Dieu, critiquer ouvertement les fondements de l'islam, remettre en question des principes religieux établis dans un espace public. Ces actes tombent désormais sous le coup de la législation antiterroriste et peuvent mener à des années d'emprisonnement, à des amendes financières colossales, ou à la mort dans les situations jugées les plus extrêmes. Cette loi ne se contente pas de punir des actes. Elle étouffe des pensées avant même qu'elles puissent être exprimées. Elle empêche toute dissidence religieuse d'exister dans l'espace public. Elle interdit tout débat philosophique ou intellectuel qui oserait s'écarter de la norme religieuse établie. Elle impose une pensée unique sous peine de persécution effective. Les défenseurs des droits humains sont formels, et unanimes et documentés dans leur analyse. C'est une violation directe et brutale de la liberté de conscience. Une liberté fondamentale reconnue et protégée par le droit international, par des conventions que l'Arabie saoudite a elle-même signées. Dans ce pays qui se dit en marche vers la modernité, qui investit des centaines de milliards pour construire des villes futuristes, attirer des touristes du monde entier et diversifier son économie. Criminaliser la pensée reste l'une des contradictions les plus criantes, les plus troublantes, les plus difficiles à expliquer ou à défendre devant la communauté internationale. Numéro 11. Le blasphème. Une parole de trop, une vie brisée. En Arabie saoudite, critiquer l'islam peut vous coûter la liberté ou la vie. Une seule phrase prononcée au mauvais endroit et devant les mauvaises personnes. Un texte publié en ligne sans mesurer toutes les conséquences possibles. Et c'est tout. Le basculement peut être aussi soudain que ça. Le blasphème, qu'il soit écrit, parlé ou même supposé et rapporté par un tiers, est considéré comme une attaque directe contre l'identité même de l'État saoudien, contre ses fondements les plus sacrés et les plus intouchables. Les peines encourues couvrent un spectre large. Des années, parfois de nombreuses années, de prison. Des coups de fouet administrés à intervalles réguliers, et dans les cas jugés les plus extrêmes par les tribunaux compétents, la peine capitale. Ce qui rend cette loi particulièrement redoutable dans son application quotidienne, c'est son imprécision constitutive. La définition légale du blasphème est vague, délibérément floue, et diront certains observateurs, suffisamment large pour englober des propos que leur auteur n'avait aucune intention de rendre blasphématoires. Suffisamment subjective pour permettre des arrestations arbitraires et des condamnations difficiles à contester devant des tribunaux peu transparents. Une épée suspendue en permanence au-dessus de quiconque ose s'exprimer librement sur des questions touchant à la religion. La liberté d'expression dans ce cadre n'existe pas réellement. Elle est étouffée avant même d'avoir pu naître pleinement. Et pendant que la vision 2030 promet au monde un pays modernisé et ouvert sur l'avenir, cette loi, elle, reste intacte. Sans réforme annoncée, sans assouplissement visible. Numéro 12. La trahison, l'État ne pardonne pas. Trahir l'Arabie saoudite. 2 mots. Une sentence possible, et c'est la mort. Le cadre légal qui définit la trahison dans le royaume est large. Très large. Espionnage au profit d'une puissance étrangère. Divulgation de secrets d'État à des tiers non autorisés. Collaboration active avec des entités extérieures pour déstabiliser le pays ou ses institutions.
mais aussi tout acte jugé susceptible d'alimenter l'instabilité interne ou de fragiliser l'autorité de l'État. Cette définition extensive laisse une marge d'interprétation considérable dans les mains des juges. Et dans un système peu transparent, cette marge peut peser très lourd dans la balance. Les accusés sont formellement jugés. Des procès ont lieu. Mais leur transparence a régulièrement été remise en question par des observateurs juridiques indépendants et des organisations internationales spécialisées. L'accès à une défense juridique vraiment équitable? Loin d'être systématiquement garanti à ceux qui en ont le plus besoin. Dans un système où la sécurité nationale est érigée en priorité absolue au-dessus de toute autre considération, les principes de proportionnalité, de transparence et de justice peuvent rapidement passer au second plan. Parfois très loin au second plan. Le monde observe, attentif et préoccupé, et attend de voir si un jour, l'équité finira par l'emporter sur la répression dans les affaires de trahison présumée. Numéro 13. Les femmes, punies 2 fois. En Arabie Saoudite, être une femme et être jugée par le système, c'est rarement la même expérience qu'être un homme face au même tribunal pour des faits comparables. Pendant des décennies, le système de tutelle masculine, le mahram, a conféré aux hommes un pouvoir juridique étendu sur les femmes de leur entourage familial proche. Un pouvoir qui a parfois été utilisé de façon légale et reconnue par le système pour punir des femmes, pour désobéissance présumée, pour avoir tenté de s'affirmer dans des espaces qui ne leur étaient pas assignés, pour avoir simplement voulu exister en dehors du cadre strictement délimité qui leur ait été imposé depuis leur naissance. Les peines corporelles infligées à des femmes ont suscité une indignation mondiale répétée et documentée. Et la dimension publique de certaines de ces punitions n'était pas accidentelle. C'était une démonstration délibérée, un message envoyé à toutes, un exercice de contrôle collectif sur les corps et sur les vies de la moitié de la population. Les femmes ont également fait face à des obstacles structurels considérables pour accéder à une représentation juridique digne de ce nom, capable de défendre leurs intérêts de façon effective. Laissées seules, trop souvent, face à un système taillé depuis ses fondations dans une logique qui ne les favorise pas. Des réformes ont émergé ces dernières années, c'est indéniable. L'assouplissement progressif de certaines restrictions. Une présence féminine croissante dans la vie professionnelle et dans l'espace public. Ce sont des avancées réelles qu'il faut reconnaître. Mais entre les annonces officielles soigneusement médiatisées et la réalité vécue sur le terrain par des millions de femmes, la distance reste souvent grande. Et les inégalités structurelles profondes. Numéro 14. Détention illégale et torture. Derrière les murs, personne ne vous entend. Des personnes arrêtées sans procédure régulière. Sans inculpation formelle et claire. Sans accès immédiat à un avocat de leur choix, sans possibilité de contacter leur famille pour signaler leur situation, disparus dans les rouages d'un système opaque qui ne laisse filtrer aucune information. Ce n'est pas une fiction construite pour choquer. Ce n'est pas une hypothèse avancée sans preuve. C'est ce que des organisations internationales de droits humains documentent depuis des années en Arabie Saoudite, avec des témoignages précis, des noms réels, des dates vérifiables, des récits cohérents et convergents. Une fois placés en détention, certains individus subissent des violences physiques répétées, des coups portés sans retenue, des flagellations administrées dans des cellules fermées, des positions de stress imposées pendant de longues heures, des menaces dirigées directement contre eux ou contre leurs proches restés à l'extérieur, des disparitions forcées qui plongent les familles dans un silence et une angoisse sans fin, sans information, sans recours apparent. Tout cela avec des objectifs qui ne sont pas toujours avoués. Obtenir des aveux utilisables devant les tribunaux. Punir sans procès ceux qui ont osé parler ou agir. Faire peur. Décourager d'autres de suivre le même chemin. Ces pratiques violant frontalement et sans ambiguïté les principes les plus fondamentaux du droit international des droits humains. La dignité inaliénable de chaque personne. Le droit à la sécurité physique. La protection absolue contre les traitements cruels, inhumain ou dégradant. Alors que le royaume multiplie les discours et les initiatives pour redorer son image à l'international, ces témoignages continuent d'émerger, de s'accumuler, et la communauté internationale continue d'exiger des comptes, sans relâche, et avec une insistance croissante. Numéro 15. La dissidence. Penser autrement, c'est risquer tout. En Arabie Saoudite, élever la voix contre le gouvernement peut vous conduire directement en prison. Parfois du jour au lendemain, sans préavis officiel.
sans explication fournie à la famille, sans procédure transparente immédiatement engagée. Les profils visés sont divers et révélateurs de l'étendue de la répression. Activistes des droits humains qui documentent des violations. Journalistes indépendants qui posent des questions gênantes. Blogueurs qui partagent des analyses critiques. Simples citoyens qui ont republié un article ou posté un commentaire sur les réseaux sociaux. Ceux qui osent critiquer publiquement les politiques de l'État. Ceux qui défendent les droits des femmes ou d'autres groupes marginalisés. Ceux qui appellent à des réformes, même modestes, même formulées avec précaution. Ils se retrouvent arrêtés, emprisonnés pour des durées parfois longues, jugés dans des conditions opaques devant des tribunaux spéciaux, parfois disparaissant dans des établissements dont l'existence même est difficile à documenter. Les lois qui encadrent la liberté d'expression dans le royaume sont strictes, très strictes, étouffantes dans leur portée et dans leur application concrète. Et leur champ ne se limite pas au domaine politique. Critiquer certaines normes religieuses expose aux mêmes risques. Questionner des pratiques sociales établies aussi. Le résultat de tout cela est une société où la peur s'installe progressivement, durablement, dans les comportements quotidiens. Où l'autocensure devient un réflexe de survie acquis dès le plus jeune âge, transmis tacitement de génération en génération. Où les voix dissidentes disparaissent une à une dans le silence, sans bruit, sans procès médiatisé. Où la société civile suffoque lentement, incapable de respirer librement, incapable de contribuer pleinement à un débat public dont elle est exclue par la force. La communauté internationale ne cesse d'appeler le royaume à ouvrir cet espace vital, à permettre aux débats contradictoires d'exister, à laisser des voix différentes se faire entendre sans risque immédiat de représailles. Parce qu'une société qui ne peut pas se questionner elle-même, qui ne peut pas se critiquer librement et constructivement, ne peut pas vraiment progresser. La question est posée, clairement, depuis longtemps, par beaucoup. Mais la réponse tarde encore à venir. Si vous êtes allé jusqu'ici, vous faites partie des curieux qui refusent de détourner le regard. Abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez la communauté qui veut comprendre le monde tel qu'il est vraiment.